Merci d'être venu ici donc à la Barge Liberty. C'est notre deuxième rendez-vous cette année. On avait démarré en janvier. On a trouvé que c'est un format qui était assez intéressant et pour vous et pour nous. Ça nous donne finalement l'occasion en quelques slides de parcourir l'ensemble des marques du groupe et surtout de parler transformation. C'est ce qu'on fera dans la deuxième partie de cette réunion. On vous donne là les chiffres à 6 mois. Alors on va commencer par voir les résultats du groupe. Pour les résultats du groupe, nous n'avons pas encore les chiffres à fin juin. Donc les chiffres à fin mai. Donc à fin mai, le groupe a atteint un peu plus de 3 millions de voitures, mais vous voyez que les chiffres sont en baisse. Grosso modo, une baisse de 26% sur l'ensemble du monde. Et la baisse, elle ne s'inscrit pas de la même manière en fonction de toutes les marques du groupe. Donc vous avez maintenant la nouvelle nomenclature du groupe entre les marques de volume, qui elles sont en recul de 28%. Donc on va trouver dans les marques de volume, on va trouver Volkswagen VP, Volkswagen véhicule utilitaire, Skoda, Seat Cupra. Donc vous voyez avec des baisses grosso modo similaires quelles que soient les marques. Ensuite, donc le premium qui lui baisse un peu moins, 22,5%, et avec des situations assez contrastées. Audi à moins 22,8%, et par contre des situations pour les marques de luxe, que ce soit donc Lamborghini, Bentley et puis Porsche qui évoluent de manière différente. Porsche est en légère baisse, grosso modo moins 10%. Mais vous voyez par contre que Lamborghini et Bentley bénéficient de l'accélération de la gamme et surtout de la priorisation des semi-conducteurs puisque nos marques de luxe sont priorisées. Vous avez la même chose aussi au niveau des véhicules lourds, donc les véhicules qui sont dans le pôle Traton, donc on va retrouver notamment Scania et MAN, eux sont en progression. Donc voilà la situation dans le monde à fin mai. Et elle n'aura pas forcément évolué différemment à fin juin, mais les chiffres seront communiqués, je crois. Leslie, vers le 20 du mois, on communiquera les chiffres officiels, c'est ça? On passe maintenant aux chiffres de Volkswagen Groupe France. Donc, premier constat, vous le savez, le marché reste compliqué en France. 772 000 voitures sur les 6 premiers mois de l'année, une baisse grosso modo de 17%. Sur ce marché, eh bien, les livraisons du groupe Volkswagen évoluent de manière similaire à celle du groupe. On est en recul d'environ 25%, une part de marché à 12,2%, 12,2% en recul de 1,5 point. Et vous voyez que la situation évolue de manière un peu différente en fonction des marques. Donc, on a la marque Skoda qui stabilise le jeu, la marque véhicule utilitaire qui reprend même un peu de couleur en termes de part de marché, et puis les autres marques qui évoluent de manière un peu plus sensible en perte de part de marché. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, les différentes marques le feront ensuite. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière ces évolutions de marque, nous avons bien évidemment des stratégies qui sont différentes. Ce que vous voyez, c'est la réflexion du niveau de production, donc du niveau de production qu'on reçoit au niveau de nos maisons mères, ce qui nous a amené bien évidemment à privilégier les canaux les plus rentables, qui sont les canaux particuliers et les canaux sociétés. Donc si vous regardez par exemple les immatriculations tactiques, vous voyez qu'elles sont en recul. Le marché est en recul de 30%, nous reculons de 43%. Et si on reprend le marché des courtes durées, lui évolue encore de manière plus négative, moins 38%. Et sur ce marché qui évolue à moins 38%, nous avons baissé nos immatriculations de pratiquement les 2 tiers, moins 65%. Pourquoi? Pour privilégier les canaux particuliers et sociétés qui sont les plus rentables, mais aussi les canaux sur lesquels on est vraiment dans du partenariat à court et à moyen terme. Donc cela nous permet de faire du revenu management, ça nous permet d'augmenter notre prix moyen de semestre à semestre de 6%. On est maintenant toute marque confondue à un prix moyen de véhicule neuf en France qui est proche de 33 000 euros, qui aurait pu même être encore plus élevé si on avait les livraisons de plug-in hybrides et de véhicules électriques tels qu'on les a dans notre portefeuille. Mais là, on a un prix moyen qui évolue de manière favorable. Et sur le graphe que vous voyez sur la droite, vous pouvez certainement ne rien lire parce que le graphe est assez compliqué, mais c'est grosso modo une part de marché par tranche de 5 000 euros. Et vous voyez bien évidemment que le groupe va obtenir ses parts de marché les plus élevées sur les segments de prix les plus importants. Donc typiquement sur un prix moyen au-delà de 40 000 euros, notre part de marché elle est plus à 12%, mais elle est plus proche des 20%. Et plus on augmente, plus on va retrouver le poids de nos marques, notamment de Volkswagen, bien évidemment, de Audi bien sûr, mais même de marques de Cupra et Skoda qui maintenant dépassent allègrement les 40 000 euros pour certains des véhicules, avec des parts de marché là aussi qui sont tout à fait satisfaisantes.
Ce qui est positif, c'est que dans cette situation qui est assez compliquée en termes de volume VN, eh bien, on a une rentabilité réseau qui se porte très bien. On a une rentabilité record au cours du premier semestre, hein, donc avec 1,1 point de rentabilité. C'est une rentabilité qui a été multipliée par 2. Et vous le voyez que même en termes de chiffre d'affaires absolu, c'est 7% de plus que le premier semestre. Et en pourcentage, c'est le meilleur premier semestre que nous ayons fait au cours des 10 premières années. Donc ça montre aussi qu'on est capable d'être résilient en France et qu'on n'est plus uniquement dépendant des volumes VN. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, nous avons développé trois piliers. Nous avons le pilier de la rentabilité des véhicules neufs qui se maintient à un niveau positif. On a aussi baissé les remises que nous pratiquons, même chose au niveau du réseau. Mais nous avons un pilier véhicule d'occasion qui se développe fortement, qui est maintenant au niveau du réseau plus rentable que le véhicule neuf. Vous voyez qu'il dégage pratiquement 30% de la rentabilité du réseau. Et puis derrière, évidemment, les activités pièces de rechange et après-vente qui restent le pilier de la rentabilité de nos partenaires. Donc c'est positif. Je vais revenir sur la partie véhicule d'occasion. Là aussi, on a un développement qui est positif. On a un ratio de véhicules d'occasion vendus à particuliers sur véhicules neufs qui se développe. On est pratiquement à un ratio de 0,8. Là aussi, c'est le meilleur ratio qu'on ait connu. Et vous le voyez dans le même temps, donc on privilégie les canaux les plus rentables, moins de ventes à marchand bien évidemment, mais aussi un prix moyen qui évolue de manière très très positive. Prix moyen du véhicule d'occasion en France sur les 6 premiers mois supérieur à 20 000 euros. Donc on a là aussi un travail qui se matérialise dans la rentabilité, dans le chiffre d'affaires moyen. On a une inflation aussi au niveau du véhicule d'occasion que vous connaissez. Et tout ça se traduit par une bonne stratégie de nos marques. Donc des ventes de produits labellisés, que ce soit chez Das Welt Auto ou chez Audi Occasion Plus, qui sont en progression de 8%, mais des occasions aussi fortes d'aller chercher du sourcing en Europe, parce que nous, on n'est pas capable de l'assurer le sourcing qu'on avait précédemment, à moins de courte durée, ça veut dire aussi moins de remarketing, mais aussi des opérations qui ont été faites pour aller faire de l'achat sec, donc plutôt que d'avoir du trading, donc de la reprise de véhicules d'occasion, puisqu'on a moins de véhicules neufs, eh bien nos concessions se sont mises en opportunité d'aller chercher les véhicules directement sur la centrale de Boncoin et avec des taux de réalisation qui sont tout à fait satisfaisants. Ça, c'est un point qui est positif. L'autre point positif, c'est que quand on a un marché véhicule neuf qui est en régression, ça veut dire que les clients conservent plus longtemps leur véhicule, roulent davantage, surtout dans la phase après-Covid. Donc des effets qui sont positifs au niveau de la prévente, hein. Vous le voyez, on a des croissances de chiffre d'affaires clients, de panier moyen qui enregistrent tous des augmentations à deux chiffres. Et sur le mois de juin, on vient d'en parler avant, le mois de juin, on a fait notre record depuis de facturation. On a fait environ un peu plus de 80 millions de chiffre d'affaires, pièces de rechange. On n'avait jamais fait autant en France depuis plus de 10 ans. Donc une activité après-vente qui se porte de manière positive. Ce qui est bien aussi, c'est que nos services sont en train de se développer. Moins de véhicules neufs, ça veut dire aussi plus d'attention sur le développement des services. Contrats d'extension de garantie qui sont en augmentation sensible, contrats de maintenance aussi. Et j'ai pris un point sur lequel je voulais insister, c'est celui du financement. 6 points de pénétration en plus par rapport au même semestre, donc 54% de véhicules financés par notre captive. Et ce qui est important, c'est qu'on est véritablement en train de se déplacer de la possession à l'usage. Sur les véhicules qui sont financés, si vous le regardez pour les particuliers, avec la LOA, 85% de pénétration, et pour les sociétés, 80% de LLD. C'est-à-dire que sur les véhicules que nous finançons, la très grande majorité, je parle de plus de 8 véhicules sur 10, sont dans des cycles de financement où le client est passé finalement de la possession à l'usage, ce qui est positif pour nous pour les garder dans l'écosystème, récupérer les véhicules d'occasion et les revendre, ce qui fait aussi le succès à venir de l'après-vente et aussi du véhicule d'occasion. Si on parle maintenant un peu de perspective sur le deuxième semestre, c'est toujours compliqué de parler perspective dans un marché qui est fortement bouleversé et fortement challengé avec des évolutions qui sont fortes, mais néanmoins on est serein parce qu'on a un portefeuille client qui n'a jamais été aussi élevé. On a près de 100 000 véhicules clients en portefeuille. Je parle de véhicules clients, je ne parle pas de véhicules concessionnaires qu'on ne compte pas dans ces... Donc on a 100 000 clients qui attendent leur véhicule, toutes marques confondues. Et donc ces 100 000 clients,
Quand on regarde les perspectives de production au deuxième semestre, quand on sait qu'on va être encore sur des situations qui sont pas, qui sont encore sous contrainte, mais les contraintes sont en train de s'améliorer. On a de meilleures nouvelles sur la mise à disposition de semi-conducteurs. On a bien évidemment de meilleures nouvelles sur l'impact de la crise Ukraine. Vous vous rappelez qu'on était dans le groupe Volkswagen fortement impacté par donc, notamment tout ce qui était câblage en origine d'Ukraine. Ces points-là sont maintenant résorbés, résolus. Donc on a des perspectives sur le deuxième semestre où les productions du groupe seront supérieures à ce qu'on a eu au premier semestre, ce qui nous amène à nous engager sur des parts de marché deuxième semestre qui, elles aussi, seront supérieures au premier semestre. De combien seront-elles? Nous vous donnons rendez-vous en janvier pour en parler. On ne préfère pas s'engager aujourd'hui, mais en tout cas, c'est l'ordre de grandeur qu'on souhaitait vous donner aujourd'hui. Mais je suis sûr que maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de précision marque par marque, et j'ai le plaisir de laisser la parole à Gerrit Heinberg avant de vous retrouver à la fin pour parler transformation. Merci. Bonjour, bonjour mesdames, messieurs, bonjour à toutes et tous. Un petit bilan sur la marque, sur le premier semestre, certains points déjà abordés par Xavier, mais je vous donne la vision de la marque Volkswagen sur les premiers 6 mois qui sont passés, évidemment dans un marché impacté par l'Ukraine, par la crise semi-conducteur. Alors, où est-ce qu'on se retrouve? Vous avez vu 6,1% de pénétration sur le marché. C'est pas à 100% à nos attentes qu'on s'est fixé pour cette année, ça c'est clair. Néanmoins, ce qu'il faut regarder par canaux de vente, on a stabilisé notre pénétration aux particuliers, aux entreprises. Là, on est à peu près sur les niveaux de l'année précédente et en fort recul, en fait, ou lourd court durée, presque 4 points en recul, et ça explique largement en grande partie cette dégression. Ce qui est très satisfaisant, important de voir que nos prises d'ordre aux clients particuliers augmentent fortement. On a un plus 20% par rapport à l'année précédente, et ça montre en fait que on a une force de portefeuille aujourd'hui qui attire les clients, et ça nous rendra positif pour la deuxième partie de l'année quand la production arrivera. Xavier a souligné, très important pour notre réseau et pour notre profitabilité, on voit un bon développement du marché des voitures d'occasion. En fait, on a sur des ventes sous Das Weltauto à plus 5% par rapport à un marché de voitures d'occasion qui sont en dessous de 5 ans, qui est en recul de 15%. Ça veut dire un bon développement qu'on constate ici, et ça apporte du business pour nos partenaires et aussi de la rentabilité. Dans ces périodes, on a un marché des voitures neuves réduit. Et aussi un bon développement, comme déjà souligné par Xavier, le business après-vente avec un bon développement par rapport à l'année dernière. Et ça, tout nous amène à une situation importante pour notre réseau qui traverse maintenant une 3e année avec un marché des voitures neuves sur un niveau très très bas. Et heureusement, grâce au business VO et grâce à business après-vente, voilà, on a un réseau qui est stable, meilleur résultat depuis 10 ans en termes de profitabilité pour notre réseau sur le T1, et nous sommes optimistes que ça sera également le cas sur le T2. La première fois qu'on s'est vu ici, il y a quelques mois, on a parlé de notre thème pour cette année 2022, et c'est l'accélération, Accelerate. Et c'est en fait sur 2 aspects. C'est de transformer notre portefeuille vers des voitures électriques, et également tous les services autour pour créer un écosystème de la future. Et ce sont les 2 sujets qu'on a parlé. Et je souhaite commencer avec le premier sujet. En fait, c'est la transformation de notre portefeuille vers des voitures électriques. Et vous savez, en 2016, on a lancé notre stratégie Way to Zero, transformer notre gamme sur des voitures 100% électriques. Et vous voyez ici, voilà, les lancements qu'on a faits et les lancements à venir. L'ID3, l'ID4, le 3e produit est arrivé chez nos partenaires, c'est l'ID5 qui est dans le réseau maintenant depuis quelques mois. Et il y a un modèle très très important pour nous, un modèle très iconique pour la marque, l'ID Buzz, qui arrivera dans quelques mois. Mon collègue Ghislain Lafitte reviendra dans quelques instants, mais c'est une voiture, voilà, qu'on partage dans notre marque, et qui a évidemment un énorme impact image et coup de cœur pour nous tous. Il y a d'autres produits qui arrivent, l'ID Aero, je reviens dans quelques instants. Aussi un produit important pour notre gamme.
L'ID Live, vous avez déjà vu à Munich comme concept. Et cette voyage-là, this journey, la voyage continue, en fait, 2026, une nouvelle ère de nouveau pour la marque, parce qu'on arrive avec une nouvelle plateforme, un nouveau concept Trinity, qui en fait est un développement complètement nouveau, aussi important pour notre siège, parce que ça sera une usine complètement faite de nouveau, une nouvelle usine à Wolfsburg, dans laquelle on va produire cette produit. Ça veut dire un plan ID3 ID qui tient sa direction et avec une continuation, avec une nouvelle plateforme et ce projet Trinity. Je vais juste revenir quelques instants sur ce produit-là. Vous avez vu, on a fait une présentation au niveau monde le 27 juin. C'est le concept l'ID Aero et ça montre voilà, la polyvalence de cette plateforme MEB. C'est une première berline full électrique dans cette gamme ID. Je pense un design très réussi, dynamique et élégant en même temps, et un aérodynamisme optimisé avec une CX de 0,23 qui permet en fait finalement de faire des trajets dans ce segment-là au-delà de 620 km en autonomie WLTP. C'est vraiment une voiture qui permet voilà, d'avoir une première voiture dans le foyer qui permet aussi de faire des trajets longs. Dernier point, c'est en fait la transformation de notre écosystème. J'ai abordé la dernière fois quelques points et je souhaite juste y revenir. On a parlé de la transformation de notre marque au point de vente. C'est le nouveau brand design au point de vente. Et je peux dire aujourd'hui 100% de notre réseau est transformé. Mais on ne s'arrête pas là, on continue. En fait, on va digitaliser nos points de vente. Et c'est un projet qu'on a déjà démarré sur le S1 et on est très content d'être maintenant dans la mesure de lancer des premiers 3 sites pilotes pour tester ces dispositifs pour faire un rollout à la fin de l'année. J'ai parlé des nouveaux formats aussi de distribution, les formats des City Store. Aujourd'hui, on a 2. On va continuer à travailler dans cette direction. Il y a beaucoup de partenaires qui ont intérêt pour ces nouveaux formats. Ça veut dire qu'il y aura plus dans l'avenir. Point de recharge. En fait, la marque aujourd'hui, avec son réseau, offre déjà la possibilité de 450 points de recharge. Mais comme déjà annoncé pendant notre premier rendez-vous, l'idée c'est de créer un réseau de recharge à haute vitesse avec en fait 300 points de recharge au total avec Ionity et notre réseau de Volkswagen Group France, dans lequel nous ciblons 50 points de recharge à haute vitesse dans la marque Volkswagen. On a aujourd'hui 47 partenaires qui sont engagés et je suis convaincu qu'on va encore trouver 3 jusqu'à la fin de l'année pour vraiment atteindre cet objectif de 50 qu'on se fixait pour cette année. J'ai mis un autre point qui peut-être très classique, c'est la simplification de la gamme. C'est peut-être pas quelque chose qui vous attachez à la future, mais ce qui est très important, si un jour on souhaite de vendre des voitures en ligne, de faire la simplification de notre gamme, il est essentiel de réduire la complexité. Parce que les clients, aujourd'hui, ils ont l'attente d'être capables de commander une voiture en ligne. Ils veulent le contact avec le réseau, mais ils souhaitent la simplicité que nous n'avons pas aujourd'hui. Et on a fait un grand travail. On a, pendant le changement des modèles, il y a quelques semaines, on a réduit les nombres d'options dans notre gamme de 59%. Et pour moi, c'est un prérequis pour le futur, pour vendre des voitures en ligne, pour simplifier la vie pour nos clients, mais également pour notre réseau. Et dernier point, des nouveaux services, j'ai parlé de ça, c'est notre forfait flexibilité qui permet le client d'avoir une voiture en hybride du style, mais en location mensuelle, mais aussi, s'il veut, à quel moment retourner la voiture pour basculer sur un autre modèle s'il le souhaite. Et on a lancé ce produit avec le nouveau Taigo et on a maintenant ajouté aussi le T-Roc dans ce dispositif et je pense que c'est très intéressant pour les clients, notamment dans les périodes comme actuellement où on a sur certains produits des délais longs. Par exemple, les Tiguan, on a des délais d'attente assez longs. En ce moment, ça peut être l'opportunité pour les clients de partir en T-Roc et de changer dans 6 mois
ou 7 mois ou 9 mois dans une Tiguan quand la voiture est arrivée. Voilà, vous voyez, l'accélération, on ne le voit pas actuellement sur le marché des immatriculations des ventes VN, mais notre industrie et notre marque Volkswagen est en train d'accélérer la transformation. Merci, et avec ça, je passe la parole à mon collègue Ghislain. Merci. Merci Guérit, bonjour à toutes et à tous. Alors comme le disait Xavier tout à l'heure, tout doucement, je suis le petit nouveau dans cette Codir VGF. Petit nouveau chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, mais ça fait 24 ans que je suis dans le groupe, donc j'ai reconnu certains que j'ai côtoyés dans mes différents jobs. En tout cas, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer sur le S1 par faire un petit retour sur les résultats pour Volkswagen Véhicules Utilitaires. Alors, dans un marché en baisse de 26%, Volkswagen Véhicules Utilitaires résiste bien, puisqu'on nous enregistrons une baisse contenue de 19%, ce qui nous amène à 6400 véhicules à fin juin. 3,9% de part de marché, comme le montrait Xavier, une progression de plus 0,4 points par rapport à l'année dernière. Si on prend le transport de personnes, on a de beaux résultats puisque le nouveau multivan enregistre une progression notamment de près de 100%, plus 4,3 points de part de marché avec 300 immatriculations. Tout ça nous donne un portefeuille de commandes de près de 13 000 voitures. Ça représente 7 mois de vente et comme on le montrait tout à l'heure, avoir un portefeuille de 7 mois de vente, c'est beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va surtout avoir une production sur le S2 qui va être 50% supérieure à celle qu'on a pu avoir sur le premier semestre. Au niveau des résultats, on cible entre 19 000 et 20 000 véhicules sur l'année 2022, ce qui est tout à fait en accord avec notre forecast. Alors vous le voyez, dans un marché difficile, la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires résiste bien avec 3,9% de part de marché en progression de 0,4 points. Donc ça, c'était si on regarde un petit coup dans le rétroviseur. Maintenant, on va se projeter sur l'avant, sur le deuxième semestre. Ce qui va nous animer sur le deuxième semestre, bien évidemment, c'est l'ID Buzz. Alors l'ID Buzz, c'est l'icône revisitée, modernisée, coloriée, électrifiée, bien évidemment, du mythique combi des années 50. Pour nous, ça va être un vrai game changer. On va écrire une nouvelle histoire pour la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires en France, puisque c'est ce qui va nous permettre, je vous le disais aujourd'hui, on va cibler aux alentours de 20 000 véhicules, mais ce qui va nous permettre, avec l'ID Buzz, avec l'apport de l'ID Buzz en version VP, mais également en version utilitaire, de côtoyer les 30 000 véhicules dès l'année prochaine. On va le lancer, comme le disait tout à l'heure Xavier, en modèle d'agence, le 20 octobre, en version cargo et en version VP. L'ID Buzz, au final, c'est le meilleur des deux mondes. C'est à la fois un van 5, 6, 7 places, mais c'est également un utilitaire qui offre aux professionnels tout ce qu'ils attendent, notamment avec 4 mètres cubes disponibles. Tout cela dans une taille contenue, 4,71 m, 1,92 m ou 1,93 m en hauteur, ce qui permet de rentrer dans les parkings, et 1,98 m en largeur. L'ID Buzz version VP, électrifié bien évidemment, mais comme son prédécesseur, comme son aîné, il tend vers la simplicité. On aura une seule batterie, 77 kWh, une puissance moteur, 150 kW, 204 chevaux, et une gamme très très simplifiée. Le but, c'est qu'en 8 clics, vous puissiez accéder au bonheur, puisque vous allez pouvoir configurer la voiture très très simplement. Les couleurs, les jantes, l'intérieur, et ensuite 5 packs d'options. Effectivement, en 8 clics, vous avez configuré la voiture. Vous pourrez rajouter des accessoires et ensuite, bien évidemment, trouver le modèle de financement qui vous conviendra. Mais ce sera très simple. Donc, l'ID Buzz électrifié, simplifié, mais également éco-responsable, puisque au-delà de sa motorisation, il utilise également des matériaux recyclés, des matières recyclées pour l'intérieur. Pour le pavillon et pour le ciel de toit, ce sont des bouteilles de plastique recyclées. Et également, il sera délivré avec un certificat de neutralité carbone quant à sa fabrication. Donc ça, c'est pour la version ID Buzz, disponible en 5 places au lancement, un petit peu plus tard 6 places et 7 places. Il sera également disponible à partir de 56 990 €, moins 1 000 € de bonus écologique, donc 55 990 €. Et j'oubliais, 419 km d'autonomie WLTP. Pour la version cargo, donc là également, on va offrir le meilleur de l'ID Buzz en version électrique aux professionnels, puisqu'on va avoir 4 mètres cubes disponibles, une charge utile de 519 kg disponible. Tout cela dans une taille très très compacte. Donc bien évidemment, on va pouvoir
aller dans les ZFE. Il n'y a aucune limite pour l'ID Buzz Cargo. Il aura une autonomie, lui, de 416 km WLTP et il sera disponible au prix de 47 990 € hors taxe à partir du 20 octobre pour les deux véhicules. Donc vous le voyez à la fois sur le premier semestre des résultats solides dans un marché difficile et pour le S2, pour faire un petit clin d'œil à la pub Obi-Wan Kenobi, tout va sourire à Volkswagen Véhicule Utilitaire grâce à l'ID Buzz. Je vous remercie et je passe la parole à la Wari pour Audi. Merci Ghislain. Bonjour à toutes et à tous. Un point sur les résultats d'Audi. Donc, comme vous avez présenté, une marque qui résiste bien à fin juin. On a bien évidemment, comme je vous l'avais aussi présenté il y a 6 mois, cette volonté farouche de bien conserver nos valeurs de revente, de travailler les canaux sains. On a la chance aussi d'avoir des représentants du réseau aujourd'hui, donc pour notre rentabilité, mais aussi celle du réseau. Donc, juste à titre d'exemple, nous sommes à fin juin sur le marché premium, nous sommes numéro 1 sur le canal du particulier. Sur les canaux véhicules à destination des sociétés, petites et moyennes sociétés, nous sommes aussi numéro 1. Donc, on a vraiment fait l'effort d'attribuer un maximum de volume vers la clientèle qui est la plus saine dans le marché français. Et puis, je vous avais parlé beaucoup d'électrification, on va encore vous en parler. C'est un sujet aussi qui est très important pour la marque Audi. Et à fin juin, un élément aussi qui est important à noter, c'est que hors Tesla, nous sommes numéro 1 sur les immatriculations de véhicules électriques quand on se compare aux autres constructeurs premium. Donc ça, c'est un point important parce que ça fait vraiment partie de notre trajectoire. Et comme j'ai reçu pas mal de questions la semaine dernière sur les délais de livraison, c'est un sujet qui vous brûle les lèvres, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit point sur les délais de livraison. Alors allons-y. D'abord, premier point, je veux dire que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. On a, tout en gardant l'ADN d'une marque premium comme Audi, on a travaillé sur la simplification de gamme. Alors, ça veut dire quoi, simplifier une gamme? Ça veut dire avoir la possibilité de réduire notre niveau de combinaison dans toute la gamme, mais c'est aussi avoir la possibilité d'avoir des stocks qui correspondent plus à la demande de la France. Donc, ça veut dire aussi, si on arrive à avoir de meilleurs stocks, ça veut dire réduire le délai de livraison. Donc ça, c'est important. Et puis, le deuxième point qui est extrêmement important, et je voudrais féliciter le réseau qui a vraiment travaillé, c'est notre capacité à vendre sur stock. Grosso modo, sur les années précédentes, on vendait 25% de nos véhicules sur stock. Et on est monté au fur et à mesure des mois, 25, 30, 35. Et sur le mois de juin, pratiquement un véhicule sur 2 a été vendu sur stock. Donc ça veut dire une capacité aussi, et notamment pour ceux qui vont partir en vacances, de leur offrir un véhicule tout de suite. Et donc de baisser cette pression, puisque toute l'industrie automobile, toute la distribution est perturbée par ces délais de livraison. Donc ça, c'est une réponse Audi très très concrète et qu'on a mis en action et qu'on va continuer à mettre en action au mois de juillet pour ceux qui partent au mois d'août, et on va le continuer comme ça. Sur les délais de livraison, j'ai aussi beaucoup de questions de votre part sur les délais de livraison. Et alors, tous les véhicules qui sont consommateurs de semi-conducteurs ont un délai de livraison chez Audi élevé, mais c'est vrai aussi dans tout le secteur. Donc on a des livraisons qui nous amènent à 2023. Mais ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, pour positiver ce sujet, c'est qu'on a aussi beaucoup de véhicules qui se produisent rapidement, sur lesquels on peut annoncer des délais entre 4 et 8 mois de délai, qui, somme toute, pour un client Audi, n'est pas si élevé que ça. Donc on a pas mal d'éléments de notre gamme avec une disponibilité plus réduite. L'actualité pour nous, ça va être à fin août l'A3. L'A3, vous connaissez la success story de ce véhicule, et on a la chance d'avoir une nouvelle A3 All Street qui va arriver très très bientôt, donc qui vient couronner, j'allais dire, le succès de l'A3 actuelle. Donc c'est une version supplémentaire. Cette A3, elle est déjà plus baroudeuse, surélevée, et donc je vous invite à venir nous rejoindre. Ça va être fin août pour la présenter. Et donc ça va être un moment très très fort pour la marque Audi. Ce que je voulais aussi vous présenter aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup parlé de clients particuliers et sociétés, et on a pris la décision chez Audi de mettre un programme spécifique
à une catégorie de clients qui nous est chère, qui représente 50% de nos volumes, ce sont les sociétés. C'est un programme qui s'appelle Scale. Donc, j'aime bien cette idée de Scale parce que une sorte d'élévation, des échelles, donc ça c'est bien, et donc de progression. Et en fait, on a regroupé tous les services que l'on a au sein de la marque à destination sur du réseau et de la société, avec des services de la connectivité. Je ne vais pas vous commenter le tout, juste vous donner un exemple. Par exemple, typiquement, on a lancé depuis un mois la possibilité pour un professionnel d'appeler sur audi.fr et d'avoir un chat sur tous les sujets de la fiscalité, que ce soit sur d'électrique. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc ça, c'est une offre que l'on met et qu'on a mis depuis quelques temps. Alors, il ne faut pas que j'envoie, parce que je vais envoyer le film, et je vais vous envoyer un film. Mais avant d'envoyer le film, je voulais surtout vous dire, pour ceux qui ont été présents à Vivatech, le vrai sujet, ce qui nous anime vraiment chez Audi en ce moment, c'est de se projeter et de voir comment on construit la mobilité du futur. La mobilité premium du futur qui va être relativement proche, puisqu'il y a déjà un certain nombre d'innovations qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Et donc, avec des véhicules, bien évidemment, 100% électriques, des véhicules avec plus d'autonomie, des véhicules qui sont autonomes. Mais je crois que le mieux, c'est de l'illustrer avec le film que je vais lancer maintenant. Imaginez un endroit qui éveille vos sens, façonné par l'innovation et la créativité. Immersif, qui vous connecte au monde et vous ouvre des perspectives inédites. Vivez l'inspiration dans une dimension nouvelle. Une fusion fascinante entre design et expérience. Intelligente. Digitale. Dans un cadre technologique et plus durable. Une nouvelle ère de la mobilité haut de gamme arrive. Découvrez dès à présent notre vision du progrès à bord de l'Audi RS e-tron GT. Voilà, donc nous avons décidé pour la première fois de la marque de diffuser grand public à la télé ce film-là pour vous donner une représentation de comment on voit le futur de la mobilité chez Audi. Voilà, sur ce, je vous remercie. Je vais passer maintenant la parole à Robert. Merci Laurie et très bonjour aussi de ma part. Je me rends compte que pendant ces conférences de presse, vous recevez beaucoup d'infos et beaucoup de chiffres. Donc je me suis dit aujourd'hui, je vais faire un focus et j'ai décidé de faire le focus sur Cupra, puisque nous avons beaucoup de nouveautés et d'actualités à partager ensemble. Alors, pour Cupra, une marque jeune qui a été née il y a 4 ans, la maison mère a présenté il y a 4 semaines un grand plan, le plan d'ambition à court terme. Et c'est ce que je vais faire. Je vais me projeter avec vous pour les 2-3 prochaines années. Et puis après, je vais refaire un petit bilan sur les 6 premiers mois ici en France pour la marque Cupra. Alors, j'appuie maintenant sur la slide. Voilà, c'est bon. Cupra a présenté avec l'appui du groupe Volkswagen son projet historiquement le plus lourd d'investissement pour l'Espagne, puisqu'il s'agit pas moins de créer un pôle de mobilité électrique en Espagne. Et avec ce plan qui prévoit quand même un investissement de 10 milliards d'euros et qui inclut 62 entreprises étrangères et espagnoles pour ce projet-là, ils ont prévu de faire 2 choses principalement, c'est-à-dire de construire une usine de batteries électriques à Sagunto, proche de Valence, qui va permettre d'électrifier les véhicules électriques. Et puis, deuxième point important, c'est d'électrifier l'usine de Martorell pour notamment produire en Espagne, pour plusieurs marques du groupe, des citadines 100% électriques à partir de 2025-2026. Donc, gros projet pour une marque, et vous le voyez sur la slide, qui depuis 4 ans n'a fait que des bons en progression, puisque depuis 4 ans, la marque Cupra est principalement en Europe, a vendu 200 000 voitures depuis 2018 et a quadruplé son chiffre d'affaires de environ 500 millions d'euros dans la première année d'existence à plus de 2 milliards d'euros l'année dernière. Et puis depuis 4 semaines, nous le savons,
cette ambition de progresser et de continuer cette croissance à l'international, elle a été basée sur la révélation de 3 fantastiques nouveaux modèles. Derrière, vous voyez le Cupra Terramar, le premier SUV électrifié de la marque Cupra, avec des modèles qui seront encore proposés avec des versions thermiques. Ça sera la dernière version qui propose ça, mais aussi avec une nouvelle génération de la technologie hybride rechargeable, avec une autonomie qui va au-delà de 100 km d'autonomie électrique. Le deuxième modèle que vous voyez sur la gauche, c'est le Cupra Tavascan, le premier SUV 100% électrique qui sera aussi né et lancé en année 2024. Et puis juste derrière, la Cupra Urban Rebel, la rebelle de la ville, une petite citadine qui donc sera produite à Martorell et qui verra le jour, on l'espère bien, en 2025, en mode 100% électrique, avec beaucoup de passion et émotion, comme vous le voyez ici, dans le design de la voiture. Et l'objectif, il n'est pas moindre que d'aller chercher des ventes à hauteur de 500 000 voitures à partir de 2025 et 2026, avec cette nouvelle gamme qui verra aussi la rénovation de la gamme actuelle de Formentor, Cupra Born, Cupra Leon, etc. Puis avec une gamme totalement renouvelée en 2025-2026, d'aller chercher ces 500 000 voitures, aussi avec l'appui de l'ouverture de nouveaux marchés. Et ce mois-ci, en juillet 2022, il y a un marché important qui vient s'ajouter au répertoire de Cupra, notamment avec l'ouverture du marché australien. Alors revenons sur le territoire français et sur 2022. Un objectif que nous sommes fixés très simple, c'est de doubler les ventes au niveau monde, mais surtout aussi en France. Et nous sommes vraiment dans la tendance de faire ceci. Au bout de 6 mois, nous avons dépassé en termes de commandes la totalité de l'année dernière. Donc on a bien lancé pour plus que doubler les ventes cette année sur Cupra. Et avec les 3 modèles phares que vous voyez sur la slide, la Cupra Leon, la Cupra Born en 100% électrique et le Formentor qui aujourd'hui prend 3/4 des ventes. C'est le modèle phare de notre gamme aujourd'hui. Et la Cupra Born qui a été lancée en début d'année prend son envol aussi, puisque c'est le segment électrique qui progresse le plus en France. Alors cette tendance de doubler les ventes, elle doit être basée sur un réseau de concessions fort. Nous comptons aujourd'hui, à fin juin, 115 sites Cupra qui représentent donc la marque sur le territoire français, un chiffre qui est en hausse, qui est en augmentation, et avec de plus en plus de points de vente qui se sont renouvelés aux nouveaux standards pour représenter la marque avec les derniers standards. Et je suis très heureux de vous annoncer aussi que la semaine prochaine, nous ouvrons le premier Cupra Garage 100% exclusif à La Défense, à Paris La Défense, en partenariat avec La Défense Arena et Health Group. Et pour ceux parmi vous qui seront parmi nous la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour ce opening et pour une soirée assez bien tous ensemble. Sur ceci, je passe la parole à Dorothée pour la marque Škoda. Merci Robert. Alors, contrairement à Robert, moi j'arrive avec beaucoup de chiffres. Non. Raisonnablement quelques chiffres et qui nous paraissent intéressants à partager avec vous. Et je vais être assez rapide. Donc le premier, il en a parlé, Xavier, c'est notre part de marché. On tient les 1,9 pour aller chercher les fameux 2% cette année. On va y arriver. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du growth plan, du plan de croissance en début d'année. On doit aller prendre 3% de part de marché en 2025. Donc on est vraiment en ligne avec ce qu'on attend. Et avec en fait une accélération des commandes qui s'est passée en mai et juin assez prodigieuse, plus 17%, ce qui fait qu'on a un portefeuille à quasiment 5 mois de vente, donc une très belle performance. Je ne parle pas de l'après-vente parce qu'on en a un peu parlé, mais sachez que je n'ai pas osé mettre le chiffre tellement il est indécent. On est à plus 28% de chiffre d'affaires pièces, et on a parlé aussi de la rentabilité de notre réseau. Škoda a une très bonne rentabilité record au premier trimestre, il l'a dit Xavier, à 1%. Donc voilà, tous les voyants sont au vert. C'est vrai qu'on aimerait avoir un portefeuille et des délais de livraison qui soient inférieurs à 6 mois, mais on est dans un contexte que vous connaissez.
Alors un point important, j'en avais parlé aussi en début d'année, c'est quelque chose qui nous est cher. Là, vous avez la performance de Skoda Bank dans les ventes à particuliers. Ça veut dire qu'en 2019, on vendait pour 100 véhicules particuliers vendus, 46 étaient financés par Skoda Bank. Aujourd'hui, sur 100 véhicules vendus à particuliers, 70% sont financés par Skoda Bank. Comment on arrive à cette performance ? Une chose est assez simple, hein, vous le savez, les prix des véhicules augmentent et nous, en fait, on présente des loyers qui baissent. Et oui, les loyers, même au 1er juillet, vont baisser. On arrive à même proposer un Enyaq à 299 € par mois. Et pourquoi il baisse ? Vous le savez, c'est que la valorisation de nos véhicules après 3 ans à la revente progresse, mais de manière assez significative. Ce qui veut dire, c'est que la notoriété de la marque s'accélère très très fortement. On a des valeurs de revente à 3 ans qui sont très élevées et donc des loyers qui sont très très attractifs. Alors pour revenir sur Enyaq, ça me semblait intéressant de vous dire quels sont nos clients Enyaq et comment Enyaq est un sacré accélérateur de notoriété pour nous et d'image de marque. Sachez que 40% de nos clients ne connaissaient pas la marque Skoda. Quand je dis ne connaissaient pas, connaissaient de loin en fait, mais d'aucune manière on était sur leur shopping link jusqu'à maintenant. Donc 40% ne connaissaient pas la marque, donc un taux de conquête absolument fabuleux à 80%. Sont des clients qui accèdent pour la première fois à 90% à l'électrique. Bon, là, pas trop de surprise. Et puis, ce sont des clients plus jeunes que nos clients actuels, puisqu'on a une moyenne d'âge qui se situe à 53 ans pour ce qui est Skoda. Et là, vous voyez, on est à 48 ans. Donc, Enyaq fait un superbe travail de notoriété et d'image de marque pour la marque. Et c'est pas fini, puisque vous l'avez vu, nous lançons Coupé, enfin, nous l'avons présenté en mai à l'ensemble des journalistes. Vous l'avez vu à l'extérieur, on présente l'Enyaq Coupé RS. Et aujourd'hui, c'est un scoop, on ouvre les commandes. Donc, et on ouvre les commandes avec un premier prix d'appel. Je suis assez contente parce qu'on arrive à 48 000 €. Et donc, vraisemblablement, on fera bénéficier du bonus écologique l'Enyaq Coupé. Donc, voilà, c'est une excellente nouvelle pour ce fabuleux véhicule que je vous incite à aller voir à l'extérieur et surtout rentrer à l'intérieur. J'en dis pas plus. Ah ben voilà. Ouais, quand même, si, un rendez-vous marqué dans vos agendas. Je compte sur vous le 28 septembre. On va faire un événement assez incroyable à Paris. Le 28 septembre, notez ça, en soirée. Donc on attend un peu 300 personnes, un peu plus. Quelque chose que vous n'aurez jamais vu jusqu'à maintenant. Voilà, je reste aussi secrète sur le sujet. Alors, le mois de juillet, c'est le mois Skoda. Vous le savez, avec le Tour de France. Donc, quelques chiffres, je ne suis pas sûre que vous les connaissiez. Est-ce que vous savez que le Tour de France, c'est à votre avis, 1er, 3e, 5e événement le plus médiatisé ? Ouais. Non, dans le monde. Le monde. 3e événement, ouais. Voilà. À votre avis, combien de spectateurs sur le bord des routes là, pendant tout le Tour de France ? 250 000. Nous avons plus de 9 millions de spectateurs, une audience incroyable. Ensuite, si on revient un peu plus sur Skoda, ça veut dire quoi pour nous ? C'est la 19e année que nous sommes sponsors, partenaires majeurs du Tour de France. Et ça fonctionne bien parce que vous le verrez, en fait, on est dans le top 3 des partenaires les plus cités. Donc enfin, ça y est, on est visible. Et plus de 250 Skoda électrifiés sur le Tour qui sont présents. Pour nous, c'est vraiment un fabuleux événement qui a une efficience particulière. Et cette année, pour la première fois, nous sommes partenaires aussi du Tour de France féminin qui va commencer fin juillet, début août. Voilà ce que je voulais partager avec vous et je repasse la parole à Xavier. Voilà. Dorothée est très modeste parce qu'en fait, quand elle dit que c'est le troisième événement, c'est vrai une fois tous les 4 ans. Parce que en fait, le numéro 1, ça va être les Jeux Olympiques, et numéro 2, la Coupe du Monde de foot.
Et comme on le sait tous, les Jeux Olympiques d'été, pas d'hiver. Donc en fait, si vous regardez de manière récurrente chaque année, il n'y a aucun événement plus visible que le Tour de France. Mais ça, c'est ta modestie. Donc, et maintenant que j'ai lu les chiffres, on va pouvoir reparler des ambitions. On va reparler des ambitions. Je voulais terminer en parlant de transformation. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais vous vous rappelez, on a parlé des ambitions du groupe, la nouvelle stratégie, New Auto. Et je trouve toujours important, quand on se rend compte, de vous expliquer ce qui s'est passé au cours des derniers mois, parce que c'est toujours très bien d'avoir des stratégies, mais je trouve encore mieux de montrer la partie transformation. Donc le premier élément, vous l'avez déjà vu dans la présentation de Gerrit. Il s'agit du démarrage de l'ID Aero qui arrivera en 2023 en France et en Europe, qui va démarrer en Chine et puis qui arrive rapidement en Europe. Mais derrière ce véhicule qui a été annoncé par Gerrit, on voit aussi que nous avons la transformation qui s'accélère dans nos usines. Donc l'usine de Emden que vous connaissez actuellement dans le nord de l'Allemagne qui produit la Passat et l'Arteon va accueillir l'ID Aero, donc une nouvelle usine qui se transforme en Europe. C'est pas le premier point. Le deuxième point, Robert là aussi et Gerrit aussi l'ont présenté ensemble dans leur présentation véhicule. Vous avez vu que l'un va présenter l'ID Life, l'autre l'Urban Rebel, et vous verrez qu'il y a d'autres marques qui arriveront derrière. Donc ça, c'est uniquement possible grâce aux investissements forts que nous faisons en Espagne. 10 milliards d'euros sont investis en Espagne pour permettre l'électrification de Volkswagen dans des segments qui vont nous permettre de démocratiser le véhicule électrique. À vous rappeler qu'aujourd'hui, le véhicule électrique dans le groupe Volkswagen, sur un prix d'une ID3, d'une Born ou d'un Enyaq, on a pratiquement plus de modèles en dessous de 45 000 euros. Donc il faut bien, quand on veut avoir des ambitions fortes qui sont d'atteindre les 70% de véhicules électriques en Europe d'ici 2030, d'être en phase avec les 100% de véhicules électriques neufs d'ici 2035, mais il va falloir qu'on attaque des segments sur lesquels on a le plus de véhicules. Donc les véhicules que vous avez ici présents, ce sont les futurs de l'Apollo, de l'Ibiza qui passeront en véhicule électrique. Certainement d'autres véhicules qui arriveront bientôt chez Skoda. On donne rendez-vous quelque part en septembre. Le mois de septembre va être aussi fort en actualité chez Skoda. Donc c'est important et tout ceci est capable grâce à nos investissements que nous faisons en Espagne. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on sait que la production d'un véhicule électrique, elle est consommatrice d'énergie. Et c'est pour ça qu'on est aussi très content d'avoir des associations qui sont faites avec Iberdrola pour s'assurer que cette usine nos usines en Espagne, la fabrication de batteries en Espagne, seront 100% alimentées par de l'énergie verte. C'est important pour le bilan CO2 du puits à la roue. Ce ne sont pas les uniques investissements que nous avons fait récemment. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, à Salzgitter, nous avons aussi annoncé 2 milliards d'investissements. Le démarrage de ce qu'on appelle la Battery Valley à côté de Wolfsburg et de Braunschweig. Donc Salzgitter, c'est l'usine qui jusqu'à présent produisait les moteurs du groupe. Depuis sa création, 60 millions de moteurs qui ont été produits. Maintenant, Salzgitter, c'est la transformation et c'est la transformation vers une gigafactory qui va à terme alimenter nos usines en termes de batteries. On voit bien que les ambitions du groupe, finalement, elles demandent énormément d'investissement en gigafactory. On a 6 gigafactories qui sont planifiées en Europe. Donc on en a déjà une en Suède, en partenariat avec Northvolt, celle de Salzgitter qui a été annoncée. L'Espagne à Valence a été aussi confirmée. On a une 4e qui arrivera dans une zone pays de l'Est puisqu'on a de nombreuses usines à couvrir. Et puis encore 2 autres qui, dans le futur, se développeront pour répondre à notre ambition en termes d'électrification. Donc voici pour la transformation concrète, quelques exemples qui se sont produits au cours des derniers mois. Maintenant, je souhaiterais qu'on regarde un peu plus ce qui se passe en France, chez nous. Puisque en France, nous avons décidé d'accélérer l'électrification. Et vous vous rappelez qu'on est bien évidemment on fait partie du consortium de Ionity, donc qui continue à se développer. Ça, c'est positif. Mais nous-mêmes avons pris des engagements pour assurer l'accès à des superchargeurs en France et pas uniquement dans des zones autoroutières. Donc aujourd'hui, on a 14 superchargeurs supplémentaires qui ont été ajoutés depuis le début de l'année. On en avait déjà un certain nombre, mais 14 de plus, 20 à fin juin.
L'ambition, c'est d'atteindre au moins 60 d'ici la fin de l'année. On a 200 engagements de la part du réseau. Mais objectivement, aujourd'hui, on se retrouve face à des goulots d'étranglement en termes de semi-conducteurs aussi. On connaît les contraintes sur les véhicules électriques. On a les mêmes aussi sur les superchargeurs et puis aussi sur des goulots d'étranglement sur du génie civil, sur des changements de transformateurs. Mais en tout cas, on a un engagement fort qui est une installation de 200 sites. Et je ne parle pas de superchargeurs, ça ira même au-delà grâce aux aides de l'État. On va même pouvoir aller plus loin que ce qu'on avait défini la dernière fois. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour nos clients, pas uniquement pour nos clients, mais c'est finalement donner l'accès à des superchargeurs pour résoudre toutes les contraintes de déplacement qu'on connaît. La transformation, elle passe aussi par la réparation des batteries dans nos points de vente. On sait que c'est important. Et il y a encore peu de temps, on n'avait pratiquement pas de site qui était capable de réparer les batteries. On en a maintenant à fin juin, nous en avons 20 qui sont opérationnels. Et d'ici la fin de l'année, nous arriverons à 60. Donc un centre de réparation de batteries, vous le voyez sur l'image, j'en ai visité un il n'y a pas longtemps, ça c'est à Nîmes. Donc c'est un site qui se rapproche plus de l'univers de ce qu'on connaît chez Foxconn ou dans l'univers des semi-conducteurs que d'un atelier tel qu'on le connaît actuellement. Donc c'est climatisé avec des niveaux de variation de température qui sont très très maîtrisés. Il y a une propreté absolue. Donc ça fait aussi partie des éléments de transformation de notre réseau qui sont importants. Il y a évidemment, il faut s'assurer que nos véhicules puissent être réparés, les batteries diagnostiquées et changées quand nécessaire. Donc ça fait partie de la transformation de notre réseau qui a été engagé depuis le début de l'année. Enfin, on est content de lancer Chargy. Chargy a été lancé ce week-end. Donc, on a aujourd'hui environ, je crois, 850 personnes qui se sont inscrites depuis 24 heures. Donc, ça, c'est positif. C'est quoi Chargy? Eh bien, finalement, c'est le Airbnb de la batterie. Vous avez vu avant qu'on a beaucoup parlé de superchargeurs. Des superchargeurs, c'est bien, hein, mais ça correspond à des typologies de recharge qui sont très très particulières, où on va avoir accès à de la recharge très rapide. Hein, donc, ce qu'on permet avec nos véhicules, hein, grosso modo, c'est aller chercher le passage de 20 à 80% de recharge en une demi-heure. Mais Chargy, on va donner l'accès à des particuliers de pouvoir recharger chez d'autres particuliers, donc sur des périodes qui sont un peu plus longues, entre 10 heures, 11 heures de recharge, quand on est moins pressé, mais qu'on veut chercher des solutions de recharge quand on est en vacances, par exemple, dans des endroits où on est arrivé, et finalement combiner la recharge et avec des solutions de parking ou d'autres prestations. Hein, on peut offrir aussi la possibilité d'avoir accès à un aspirateur, à laver son véhicule. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de se développer. On y croit beaucoup, on vient de le lancer, on l'avait présenté à Vivatech grâce à l'accueil de Audi. Ça a été présenté et on pense qu'on a véritablement un besoin à aller chercher. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement un système qui est réservé aux clients du groupe Volkswagen. Et on est très content de voir qu'on a déjà d'ailleurs des clients d'autres marques qui viennent intégrer cet écosystème. Ça fait partie de la démocratisation de la recharge qui est absolument nécessaire si on veut accélérer aussi la démocratisation du véhicule électrique en France. Tout ça, ça nécessite des ressources, ça nécessite aussi finalement des compétences dans notre réseau. Et vous vous rappelez, on avait parlé la dernière fois, en début janvier, grâce aux remontées du réseau, on savait qu'il nous manquait environ 1000 personnes en janvier. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous avons 500 annonces qui ont été mises en ligne de manière conjointe entre les concessionnaires et des actions groupes qui sont combinées de manière à ce qu'on ait plus de visibilité, plus d'accès sur les plateformes type Indeed et ainsi de suite, mais aussi des véritables pubs actives. On en a recruté à peu près la moitié aujourd'hui, donc 250 personnes environ qui ont été recrutées, donc il en reste encore. Une grosse demande dans la prévente essentiellement, mais pas uniquement, des conseillers clientèle, des mécaniciens, des carrossiers, beaucoup de techniciens aussi, puisqu'on a des véhicules qui évoluent en termes de technologie. Et quand on fait un centre de réparation de batterie, il faut forcément des personnes qui sont au summum de la qualification pour opérer. Et ce qui est important, c'est que nous offrons systématiquement sur ces offres des salaires qui sont supérieurs à la moyenne France. Donc c'est important, on avance, mais on a toujours des besoins et c'est absolument nécessaire. Et on compte sur vous pour relayer ces informations. Moi, je l'avais dit la dernière fois, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé. On a toujours tendance à confondre transformation dans l'automobile et destruction de valeur et destruction d'emplois. Ce n'est pas la réalité que nous connaissons en France. Nous, au contraire, on est en recherche de personnes. Donc, s'il y a des personnes qui ont des doutes,
postulez chez Volkswagen Group France. Nous avons des offres concrètes à vous faire. Le dernier point maintenant sur lequel je voulais échanger avec vous, c'est un point d'actualité qui commence à faire couler un peu d'encre, c'est les contrats d'agence. Mais pour parler de ce point de manière objective et transparente, j'aimerais accueillir Vincent Montou. Vincent vient me rejoindre. Il nous faudra un deuxième micro puisque j'ai piqué le tien. Voilà. Donc Vincent est notre directeur général du groupe Souma, donc, qui opère différents points de vente. Donc tu es à Chalon, à Mâcon. En Bourgogne. En Bourgogne, voilà. Du Sud, voilà. En Bourgogne, pour faire simple. Donc une zone rurale. Une belle région, pas que rurale, une belle région avec du pouvoir d'achat quand même. Hein. Quand ça grêle pas dans les Voilà, quand ça grêle pas. Ou sur les donc, voitures en ce moment. Vincent, en plus d'être Vincent pourrait aussi vous parler de la transformation chez lui. Il ne faut pas croire que la transformation se fait uniquement dans les grandes villes parisiennes. Tu as été un des premiers à lancer un city store sur l'électromobilité. Exactement, sur Chalon-sur-Saône. En fait, on a décidé, comme le monde se transforme, il faut aussi qu'on accompagne le client vers ce changement. Puisqu'on y va tous, le client particulièrement en marche forcée. Encore dernièrement, suite aux annonces gouvernementales, où en 2035, on a appris qu'il n'y aura plus de production de voitures thermiques ni hybrides, donc on est obligé de passer au 100% électrique. Donc en centre-ville d'une ville rurale comme Chalon-sur-Saône, on a ouvert ce qu'on appelle un Sumastore, nous on l'appelait Sumastore, un centre dédié à l'électromobilité, donc à savoir avec une activité permanente, c'est-à-dire toute la mobilité électrique du groupe, on va dire en termes de trottinettes, vélos électriques, et aussi un showroom de bornes électriques dont on a créé une société pour distribuer des bornes électriques pour vendre à nos clients. Et après, on a une partie événementielle dans ce showroom où en fait, tous les mois ou tous les 2 mois, on change de véhicule en fonction de l'actualité et des nouveautés du groupe. Et on expose une voiture en centre-ville, puisque maintenant, avec la voiture propre, on a une bonne image, donc on peut retourner dans les centres-villes, exposer nos véhicules. Voilà. D'accord. Et Vincent est ici aussi parce qu'il a 2 autres fonctions, 2 autres casquettes, en plus de celle de directeur général. C'est qu'il est donc le président du conseil Audi, donc le groupement des concessionnaires Audi, et aussi le président du conseil des conseils, donc qui regroupe l'ensemble des conseils des marques. Donc quand on discute, négocie et avance sur des sujets qui sont communs à toutes les marques, c'est Vincent, le président de ce conseil, et notre interlocuteur privilégié, d'où sa présence aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, mais voilà. En fait, on est les 5 présidents des 5 marques à être présents à ce conseil des conseils. Et il faut, comme toute association, il faut un président. Donc en ce moment, voilà, il se trouve que c'est moi le président. Voilà, donc on voulait revenir sur le pourquoi des contrats d'agence, pourquoi on met en place des contrats d'agence. La première raison, évidemment, c'est qu'on est dans un monde où le digital fait que les clients maintenant souhaitent avoir une transparence beaucoup plus accentuée sur les prix. Et c'est grosso modo 80% dans les études qu'on fait, 80% des clients qui souhaitent avoir une véritable transparence sur les prix et aussi savoir à quel niveau ils achètent. On sait que dans l'automobile, comme c'était le cas il y a encore quelques années aussi dans l'immobilier, il y a un relatif manque de transparence sur les prix d'un côté, les transactions de l'autre, et que tout ça est relativement anxiogène quand on se positionne au vu du client. Alors il y a les super négociateurs pour qui tout se passe bien, et puis il y a le client normal qui va en moyenne changer son véhicule sur des cycles assez longs et qui se pose toujours la question de savoir est-ce que j'ai acheté au bon prix. Je ne reprends pas la pub de Skoda, à savoir quand il achetait un véhicule de la concurrence qui se met à pleurer, ça c'est un autre débat, mais ce débat du prix, il est finalement, nous quand on analyse, assez anxiogène quand on achète un véhicule qui est le 2e investissement du foyer après l'immobilier, et il fait passer ce qui devrait être une fête pour une grosse phase d'interrogation. D'où cette logique d'accélérer sur un système qui permet d'avoir la transparence et qui est d'autant plus accéléré que maintenant on a des parcours clients entre le en ligne et le physique qui sont en train d'évoluer très très fortement. Je vais commenter après, tu pourras réagir, Vincent. Le deuxième élément, c'est que bien évidemment, on se rend compte que dans notre écosystème, on a de plus en plus d'acteurs extérieurs qui viennent prendre une partie de ce qu'on considère notre marge, notre valeur ajoutée. Donc que ce soit sur le véhicule d'occasion, sur le financement, sur la vente d'assurance. Et on se rend compte que là aussi, avoir un contrat qui nous permet de mieux partager les données du client, savoir ce qui se passe, permettre ensemble
ensemble avec nos partenaires, nous-mêmes, notre captif, de faire la meilleure offre au meilleur moment, la bonne offre au bon moment, c'est un avantage qui est absolument essentiel. Et cet avantage, on peut le décupler quand on va avoir accès aux données des véhicules. Maintenant, nous sommes pratiquement à 100% de véhicules connectés et connectables. Les derniers véhicules vont basculer. Donc, on voit bien qu'on a intérêt de protéger et de développer notre écosystème. Et puis, enfin, il va falloir trouver des solutions pour permettre à nos partenaires d'avoir une visibilité dans ce monde qui évolue pour rester rentable et travailler sur comment nous pouvons aussi réduire nos coûts de fonctionnement qui ont relativement peu évolué au cours des dernières années. Et quand je dis dernières années, c'est même décennies pour certaines activités. Vincent, tu veux commenter ? Non. Enfin, du coup, on partage, en fait, si vous voulez, on partage le constat, nous, en tant que réseau, par rapport aux constructeurs, parce qu'on sait qu'il va falloir faire preuve, je dirais, de mobilité aussi dans notre tête et de mobilité dans notre système de fonctionner. Donc aujourd'hui, on a le groupe VGF, Volkswagen, même AG, qui a décidé de partir, force est de se conserver, vers un contrat d'agence. Donc nous, entre guillemets, en tant que représentants du réseau, on est là pour faire en sorte que cette transition se passe le mieux possible pour le réseau et pour le constructeur, mais aussi pour un autre élément important de la relation, c'est le client qui doit être au milieu de tout et qui appartient à à VGF et au réseau, entre guillemets, et c'est celui qui fait vivre tout le monde. Donc il faut tous nos raisonnements doivent se faire en fonction du client. Tout à fait. Donc maintenant, ça c'est le pourquoi on le fait. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de regarder plutôt quelles sont les modalités, comment on est en train d'avancer sur ce sujet, qui est un sujet de transformation profonde, comme je le disais, qui est un sujet neuf pour nous. Donc on a décidé d'adresser de manière partenariale et dans l'échange. Donc là, vous avez la manière dont on fonctionne. Donc on est finalement, c'est un projet européen dans lequel nous sommes impliqués. C'est un projet européen qui intègre donc le groupement des concessionnaires européens dont tu fais partie, qui négocie avec donc le siège européen des différentes marques, qui est à Wolfsburg. Et puis après, nous, en France, on va continuer dans des sujets beaucoup plus opérationnels et je dirais à marche forcée. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, toute la base, elle se fait. En fait, nous, on intervient à deux niveaux. Donc on intervient au niveau européen en tant que représentant des concessionnaires français pour l'adaptation du contrat européen et après des bases opérationnelles. Et après, où là, on est beaucoup plus acteur, puisque déjà on est tout seul face à un importateur, où là, on vient pour toutes les caractéristiques du marché français et de l'adaptation des différents contrats au cadre juridique français et au mode opérationnel français, entre guillemets. Donc nous, on intervient en relation par des groupes de travail et c'est là où on est à l'heure actuelle. On est en plein groupe de travail avec les différents acteurs du groupe. Donc on a eu de nombreux échanges. Chez nous, c'est Luc Chausson qui, ici, merci Luc, qui pilote ce projet avec donc les interlocuteurs du siège d'un côté, du réseau de l'autre, des équipes de VGF bien sûr. Donc avec vous, on se réunit tous les 15 jours de manière assez poussée, analytique. Et c'est vrai, c'est important qu'on soit dans ces éléments de dialogue pour préparer au mieux cette transition, pour qu'elle se fasse de la manière la plus fluide. On sait qu'on a démarré sur un mode MVP avec Cupra et qu'on a besoin d'aller plus loin dans l'automatisation de nos process. Et c'est les retours que vous nous faites de manière assez récurrente. Oui, parce que donc, si vous voulez, avec ce modèle d'agence, on va dire que jusqu'à présent, dans la relation qu'on avait de distributeur ou de concessionnaire, on va dire 80 à 90% du job était fait par le concessionnaire en direct avec le client. Et dans le modèle d'agence, on se retrouve avec un client et on a deux acteurs qui vont faire à peu près 50% du boulot chacun dans la relation avec le client. Et c'est là où il faut qu'on se coordonne. Et c'est là, entre guillemets, où sont les craintes de tout le monde. Parce que quand c'est nouveau et qu'il faut s'adapter, c'est là qu'il faut qu'on fasse en sorte que tout se passe bien. Donc pour vous expliquer, on a quand même pris des éléments qui sont assez forts. Alors déjà pour définir ce nouveau contrat, on l'applique dans son démarrage uniquement aux véhicules électriques. Pourquoi ? Parce que ce sont les clients qui sont le plus ouverts justement à cette logique de transparence de prix,
d'échange entre ce qui se passe entre on va dire le online et le offline. C'est aussi une volumétrie qui va nous permettre de monter en puissance et de nous préparer, mais de ne pas basculer 100% d'un coup parce que ça nous paraît trop brutal. Il va falloir aussi qu'on ait une phase d'apprentissage. Alors, pour information, le contrat qu'on met à disposition, il faut pour avoir ce contrat d'agent être bien évidemment distributeur. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. Et nous avons pris un contrat qui s'appelle non-genuine. Ça veut dire qu'on là aussi, on reste dans le 50%, 50-50 que tu expliquais. Vous avez toujours votre rôle d'entrepreneur, une autonomie qui reste forte dans l'animation du vendeur, l'animation locale des ventes, qui est pour nous absolument clé dans cette phase de lancement. Et donc, légère possibilité, c'est dans la détermination du prix, parce que c'est aussi une des bases entre un contrat de Genium et notre Genium, c'est qu'aujourd'hui, l'agent futur donc, aura la possibilité de pouvoir faire varier quelque peu ce prix de transaction. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que dans la complexité de nos marques vis-à-vis des réseaux, c'est une excellente opportunité d'avoir un processus qui est pratiquement standardisé. Donc nos 5 marques sont en train de converger sur un contrat avec des modalités qui sont relativement similaires. Et ça, c'est important. À chaque fois, vous nous remontez que quand vous avez plusieurs marques à gérer, chaque disparité est complexe. Donc plus on arrive là aussi à réduire cette complexité, plus on va être efficace et faciliter votre travail. Et puis chez nous, ça veut quand même dire d'énormes investissements. Et dans chaque direction, on va retrouver un département qui va être par exemple rattaché à Guérit, à Lawari, dans lequel on va traiter l'animation, la mise en place de ce système d'agence, aussi avec des back-office derrière qui vont pouvoir permettre d'avoir des synergies, de traiter les fleet agencies qu'on avait déjà basculé pour une partie des ventes directes, mais aussi maintenant des clients électriques de manière la plus opérationnelle et la plus réactive possible. On a encore pas mal de travail à faire, mais c'est ça qui est absolument nécessaire. Et puis, il faut aussi qu'on arrive à digitaliser nos process, certains étant encore relativement manuels. Oui, voilà. Sur lequel tu attires notre attention à plusieurs reprises. Je veux dire, pour nous, c'est certainement une transformation qui est plus forte que pour la tienne, puisque nous, on est beaucoup moins en contact avec le client final. Mais c'est aussi le gros avantage de cette transformation d'agence, c'est aussi permettre à un importateur d'être beaucoup plus en prise directe avec comment réagit un client, quelles sont finalement toutes les différences de traitement client que vous avez, et certainement de devenir plus réactif dans cette phase pour répondre aux besoins des clients. Donc si je continue maintenant, peut-être pour le réseau, tu veux peut-être parler des impacts opérationnels, parce qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été levées sur l'impact sur le réseau, sa rentabilité notamment, et ça fait partie des points qui ont été finalement plutôt négociés de manière intense, mais sur lequel on a maintenant une plateforme d'alignement. Oui, donc si on parle rémunération dans un premier temps, aujourd'hui, donc c'est le net profitability a été décidé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà un recul avec notamment la marque Volkswagen qui distribue déjà une certaine volumétrie de produits électriques dans un contrat de distribution classique. Donc aujourd'hui, il a été acté même au niveau de l'Allemagne, donc ça va redescendre en France, et c'est pour l'Europe qu'on gagnera la même chose en tant que concessionnaire qu'en tant qu'agent demain. Donc la marge à la voiture sera la même, d'accord ? Sauf que c'est plus une marge, c'est une commission. Donc la commission variable sera la même. On a réussi à négocier ça pour la mise en place du contrat. Et dans le temps, ça doit perdurer. Voilà. Et ça, c'est pour toutes les marques. Tout à fait. L'autre engagement que nous avons pris, c'est aussi une rémunération qui est identique que le client achète en ligne ou physiquement chez le concessionnaire, sous réserve qu'il indique le concessionnaire l'agent de... Oui, parce que ce nouveau contrat permet la vente en ligne et de façon plus explicite. Donc c'est vrai que le constructeur va pouvoir vendre sur ses sites en ligne. Donc on a obtenu qu'on ait la même rémunération en tant qu'agent si le client il achète en ligne plutôt que de venir dans nos concessions. Bon, pour ça, il faudra qu'il nous sélectionne. Voilà, à nous de faire en sorte que la sélection ne soit pas trop difficile à trouver. Donc les autres points qui sont importants pour l'agent, c'est que finalement, c'est nous qui allons définir le prix. On n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de moyens commerciaux si, pour une raison X ou Y, un produit fonctionne moins bien. Mais ce n'est plus à l'agent de compenser, c'est à nous de corriger le prix en fonction du développement du véhicule. Si un véhicule ne fonctionne pas,
nous devrons réagir rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est le constructeur et l'importateur qui portent les stocks. Les stocks ne sont plus facturés au réseau, mais restent de notre propriété, ce qui change là aussi fondamentalement la relation. Exactement. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, quand j'avais un de mes confrères qui avait trop de voitures en stock, il utilisait lui-même des moyens commerciaux pour dégager ses stocks, entre guillemets. Aujourd'hui, ça sera au constructeur qui va devoir monitorer ses opérations commerciales en fonction des stocks. Parce que, comme on disait encore la semaine dernière, ce qu'on vit en ce moment, on espère que ce n'est pas la vraie vie ou la vie du futur, parce qu'en ce moment, on va dire, on est tous dans une situation idyllique en termes de trésorerie pour les stocks, qui n'est pas forcément idyllique pour vendre des voitures et faire du chiffre d'affaires. Mais demain, avec le groupe VGF qui va porter les stocks en France, c'est lui qui va devoir monitorer ses OP commerciales. Voilà. Et le dernier point, donc portage des stocks, tactique et aussi support marketing qui seront assumés par les marques du groupe, et on arrête donc les prélèvements qui sont contractuellement faits sur les modèles thermiques, là aussi pour nous responsabiliser dans cette logique. Ça ne veut pas dire que le réseau ne fait plus rien en termes de marketing. Vous continuerez à avoir cette présence locale qui est absolument nécessaire, qui est motivante et motivée pour aller chercher des clients, des nouveaux clients, mais avec un support national qui est accru. Voilà, on va transformer aussi celle-là entre l'obligation et maintenant ça va passer en préconisation d'investissement de toute manière. Et si on veut être acteurs locaux, il va falloir aussi qu'on mette des budgets, tous autant qu'on est sur la table, pour développer les ventes. Voilà. Donc voilà en quelques mots le pourquoi et le comment. Maintenant, le quand. Le quand, ça va arriver assez rapidement puisqu'on va démarrer avec l'ID Buzz qui va basculer directement dans ce contrat d'agence. Donc, lancement toujours prévu en octobre. Donc pour le VP et le cargo dans cette logique. Et pour l'ensemble des autres véhicules électriques, nous basculerons d'ici la fin 2022 en contrat d'agence. Donc à fin 2022, 100% des véhicules électriques du groupe Volkswagen seront opérés sous contrat d'agence. Il faut savoir qu'au niveau européen, nous sommes précurseurs. On a l'Allemagne et l'Autriche qui ont démarré depuis le lancement des ID. Mais ensuite, dans la deuxième vague, nous avons la France et la Suède qui vont basculer en même temps. Donc on est dans une phase, on est en avance de phase. Donc on est en train, j'allais pas dire d'essuyer les plâtres, mais c'est vrai qu'on a pas mal de choses à fixer en ce moment. Je vois Guérit qui sourit. Effectivement, on passe une bonne partie de nos journées sur ce sujet qui est important sur la transformation. Et je dirais que c'est l'opportunité de le lancer dans un moment où on a des stocks qui sont relativement limités. C'est dans ces moments qu'il faut aussi préparer la transformation. Donc on accélère véritablement sur ce sujet. Mais on tenait à faire cette présentation ensemble parce qu'on voit pas mal de choses dans la presse où on s'interroge sur pourquoi le contrat d'agence, est-ce qu'il est destructeur de marge, est-ce qu'il indique la mainmise du constructeur et ne plus avoir besoin de distributeurs pour demain. C'est absolument pas dans cette logique que nous inscrivons. Donc on considère qu'ensemble, on doit définir un écosystème qui est plus fort. Pourquoi ? Parce que les véhicules électriques, ils vont introduire des mutations assez fortes. On sait qu'un véhicule électrique ne va pas consommer de la prévente comme un véhicule thermique. Par contre, on a des moyens, quand on travaille ensemble, d'augmenter sa fidélité, d'augmenter les cycles de vie. Donc on est en train, grâce à ce système, de s'assurer que le client va rester beaucoup plus longtemps dans notre écosystème étendu, de partir sur un cycle de vente financé, un deuxième, voire un troisième, et pendant l'ensemble de ces cycles de vente, que la revente se fasse bien évidemment avec l'appui du réseau. Et on sait qu'on a encore quelques sujets sur le VO à travailler, mais aussi s'assurer que finalement, à chaque client qui va acheter un véhicule électrique, ou en tout cas le leaser, on puisse proposer un contrat de maintenance à des tarifs qui défient toute concurrence. Ça veut dire sortir de cette logique du véhicule thermique. Aujourd'hui, après 4 ans, on perd environ 50% de nos clients qui vont en faire entretenir leur véhicule ailleurs. Et on pense que le véhicule électrique, c'est le véhicule parfait pour changer de paradigme. Donc voilà pourquoi on insiste aussi fortement sur cette logique qui doit pérenniser l'ensemble de nos affaires et absolument pas se faire au détriment de notre réseau. Oui, tout à fait, Xavier. Ici, je veux finir là-dessus. Je veux dire aussi notre rôle en tant qu'association des différents concessionnaires, des différentes marques que représente le groupe VGF. Nous aussi, on est là aussi pour que ce modèle, derrière lequel il y a beaucoup de standardisation des process, entre guillemets, et des procédures et autres,
derrière, on veut aussi toujours avoir ces écarts types en France avec des surperformants et des sous-performants. Il faut toujours que les sous-performants ils deviennent meilleurs, mais on veut surtout, nous, que les surperformants, que ce soit en termes de volume, en termes de rentabilité, ils s'y retrouvent dans ce modèle d'agence. Donc on travaille de façon commune pour aller chercher toujours cette surperformance qui est nécessaire à beaucoup d'entre nous en termes de rentabilité. Tout à fait. Donc nous avons presque terminé notre présentation. Mon dernier chart, finalement, c'était pour faire un espèce de résumé de ce qu'on a connu. Vous savez que le groupe Volkswagen, dans le passé, a toujours été très très fort sur sa maîtrise du hardware. Donc ça a été le cas avec l'ensemble des produits qu'on connaît, quelles que soient les marques. Mais finalement, le groupe Volkswagen a toujours été fort quand il a réussi à accompagner les transformations de la société. Si on regarde le lancement de la Beetle, de la Coccinelle, dans l'après-guerre, ça a été finalement la logique de démocratiser l'automobile dans une période des 30 Glorieuses. On n'est pas le seul à l'avoir fait. Il y a d'excellents exemples en France avec la Renault 4, la 2 chevaux, en Italie avec la Fiat 500. Mais en tout cas, on a contribué à donner accès à de la mobilité individuelle pour la première fois de manière massive avec la Coccinelle. Ensuite, avec le lancement de la Golf et ses différentes générations, on est passé à une autre logique qui a été apporter de l'innovation pour tous. Si vous vous rappelez, avec la Golf, on a été un des premiers à avoir le double airbag en série, à donner accès à de l'ABS, alors que ces éléments de sécurité, ils étaient la plupart du temps disponibles dans des segments qui étaient largement supérieurs. Donc que ce soit chez Mercedes ou chez Volvo, on n'était pas du tout dans l'accessibilité que nous avions. Donc la Golf, c'est démocratiser l'innovation pour tous. Avec le lancement d'ID3 et surtout le lancement de la plateforme MEB qu'on retrouve maintenant sur l'ensemble de nos plateformes, on est dans une logique de démocratiser le passage au véhicule électrique pour tous. Et vous avez bien compris dans la présentation que j'ai faite avant que cette démocratisation, elle va s'accélérer avec l'ouverture de notre usine en Espagne et l'accès à des véhicules avec des prix qui sont beaucoup plus accessibles. Mais le système d'agence tel qu'on le définit, c'est aussi une manière d'être plus accessible puisque le fait de partir sur un deuxième voire un troisième cycle de vie vont nous permettre d'offrir des mensualités pour les véhicules électriques qui sont beaucoup plus accessibles. Donc là, c'est notre engagement pour démocratiser le véhicule électrique, démocratiser aussi le fait qu'on puisse atteindre des objectifs de CO2 et notre engagement Paris 2050. C'est important qu'on accélère sur les plateformes MEB. Et le dernier point, c'est celui qu'a évoqué Gerrit, c'est la plateforme Trinity. Et là, vous verrez que cette plateforme, pour nous, elle est finalement la logique de démocratiser l'accès à un véhicule autonome. C'est un véhicule qui va arriver en 2026. 2026, c'est finalement demain. Un véhicule qui va être produit à Wolfsburg, dans une usine toute nouvelle, qui va nous permettre de passer de schématiquement 30 heures pour produire un véhicule sur la plateforme MEB à 10 heures pour produire un véhicule type Trinity. Mais c'est aussi un véhicule sur lequel, dès le lancement, nous aurons 50% de nos véhicules avec un niveau L4 de conduite autonome. Donc l'engagement qu'on prend, c'est d'aller encore un cran plus loin. Et c'est un véhicule qui va être aussi, qui sera grosso modo accessible en termes de prix. On ne peut pas en parler aujourd'hui, mais on n'est pas en train de parler là aussi d'un véhicule hyper élevé en termes de prix. Mais c'est le premier engagement que nous prenons pour démocratiser la conduite autonome, parce qu'on est persuadé que c'est aussi une attente forte de la part des clients, à la fois en termes de sécurité, de confort, de mode de vie. Et donc, c'est l'engagement du groupe Volkswagen, mais nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici quelques mois, Leslie. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses, s'il y en a. Je demande à toutes les personnes qui ont parlé de venir me rejoindre. Vincent, reste avec nous. Y a pas de, je pense que c'est assez intéressant. Voilà. Donc, si vous avez des questions avant le déjeuner, n'hésitez pas. Alors j'ai deux questions. La première, c'est, je vais être un peu pointilleux parce qu'il y a un slide qui m'a intéressé sur les parts de marché par tranche de prix. Et je voulais savoir que si dans le cadre de la priorisation des livraisons, c'était quoi la dynamique en fait? Est-ce que ça s'était polarisé sur davantage polarisé sur les prix les plus hauts ou pas en évolution? Alors,
On essaye chaque fois qu'on le peut de prioriser le revenu. Ça fait partie de nos engagements. Vous l'avez vu au niveau mondial, puisque des marques comme Bentley, Lamborghini sont en progression, donc elles sont prioritaires dans l'allocation des semi-conducteurs. Idem pour Porsche. Après, il faut rentrer dans un détail qui est quel semi-conducteur sur quel véhicule et quelle plateforme. Donc ça fait partie des allocations du groupe. Mais paradoxalement, on se rend compte aujourd'hui qu'on a finalement moins de pénurie sur les véhicules, enfin sur la plateforme MQB réservée aux véhicules A0. Ça veut dire que si vous regardez par exemple chez Guérit, pour prendre un exemple concret, une Polo, un T-Cross ou un Taigo, T-Roc, vont avoir des délais de livraison qui sont inférieurs à ceux que vous allez trouver sur un Tiguan ou sur une Golf, bien que Tiguan et Golf soient plus générateurs de marge. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des plateformes qui sont différentes, qui consomment moins de semi-conducteurs. Donc on va avoir ce type d'allocations qui sont faits. Mais chaque fois qu'on peut, clairement, on met tout ce qui est en pénurie va en premier en allocation sur ce qui est le plus rentable. Et j'avais une deuxième question qui dépasse un petit peu ce que vous avez présenté aujourd'hui. Le gouvernement français travaille sur un projet de voiture électrique à 100 € par mois sous forme de location. Est-ce que vous avez été consulté par le gouvernement français sur ce projet et est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette équation qui a On n'a pas exactement été consulté. Bon, donc nous, vous savez, on fait partie de l'association des importateurs. Donc à ce titre, ils nous représentent dans les échanges. Il nous manque encore des éléments pour concrètement savoir comment ce qu'il y a derrière, notamment en termes de leasing social, hein, la logique qui est déployée. Aujourd'hui, quand on regarde nos mensualités, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, 259, quelque chose comme ça. Hein, on va dire on est à 250 € plus chez 249. 299. Donc voilà. Disons nos prix d'entrée de gamme en termes de mensualité aujourd'hui sont à 250 €. Passer à 100 € sans support gouvernemental, ça va faire un sacré saut. Alors après, on peut partir sur des financements, sur des durées qui sont plus longues. Nous, tous les chiffres qu'on a évoqués, c'est sur du 36 mois. Donc on peut se projeter pour aller trouver des éléments qui pourraient nous permettre de gommer une partie de cet écart. Mais si on n'a pas d'incitation, en tout cas pour le groupe Volkswagen, tant qu'on n'a pas des segments avec des prix inférieurs, ça va être très compliqué de résoudre cette équation à court terme. Bonjour. On va parler là de votre réseau de superchargeurs qui apparemment ça y est enfin lancé, vu il y a 6 mois. Je voudrais savoir s'il a un nom, si vous avez installé le prix au kilowatt. C'est intéressant d'avoir un nom. Évidemment, est-ce que vous êtes référencé dans toutes les applis pour les jeux localisés ? Luc, tu vas nous aider sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on a un nom ? Pour l'instant, nous, on a défini un consortium dans lequel on va centraliser l'application d'une grande partie des concessionnaires. Hein. Donc, on aura un nom, puisqu'on fait partie de ce consortium pour toucher les incitations de l'État. Sur la facture au kilowatt, oui. Est-ce qu'on aura un prix unique dans le réseau ? Non. Par contre, on va donner, j'allais dire, un plafond. Vers le bas, on n'a pas forcément besoin de réguler. S'il y a des concessionnaires qui, pour une raison ou une autre, décident d'avoir des prix qui sont très attractifs et qu'il y a un business model derrière, on n'a aucune raison de les limiter. Par contre, on va fixer un plafond qu'on est en train de définir pour s'assurer qu'on n'ait pas de situation qui soit aberrante dans le réseau, surtout à partir du moment où un engagement sur un nom qui se rapproche à notre univers de marque. Je vais avoir une autre question, mais alors c'est directement pour Dorothée. Ok, c'est bien. L'Enyaq coupé donc est commandable, mais à combien Allez-y. Mais je l'ai dit, hein. Voilà, à part, ok, 300 €. Non, j'ai dit que là, les commandes étaient ouvertes et 48 000 €, c'est le premier prix de l'Enyaq coupé. Donc voilà, je pense qu'on devrait arriver à faire bénéficier du bonus écologique qui est à 47 000 €, vous le savez, depuis le 1er juillet. C'est une excellente nouvelle. Donc on n'a pas encore, j'ai pas encore, là on est en train de le faire, préparer les loyers, mais on arrivera à des bonnes mensualités. Vous pouvez compter sur nous pour ça. Ouais.
Pas d'infos alors. Ok, bon. Si, 48 000. C'est pas assez cher, c'est pour ça. Une petite question sur les financements. Ils sont en croissance de 6 points. Est-ce que c'est intimement lié à la croissance et à l'augmentation du prix de vente des véhicules ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? C'est un facteur qui est effectivement contributif, puisque dans le même temps, nos valeurs résiduelles s'apprécient. On a de très bonnes évolutions. Voilà, les directeurs de marque pourront en parler, mais quelle que soit la marque et le modèle, on a des valeurs résiduelles qui se sont largement améliorées au cours des 12 derniers mois, et je dirais encore plus au cours des 6 derniers mois. Donc c'est certain que plus on parle sur du financement, et plus on va partir sur de la LOA pour du particulier, plus on est capable de gommer une partie de l'inflation qu'on constate. Donc ça, c'est certain que c'est un phénomène d'accélération. Le deuxième élément, et Vincent, tu pourras aussi en parler, c'est sûr que dès le départ, quand on a vu que qu'on a des contraintes en termes de production, que le réseau est sous tension, et ben, il faut qu'il s'assure toutes les pistes de rentabilité pour compenser ces éléments. Donc il y a ces deux éléments qui, pour moi, se conjuguent pour expliquer cette amélioration. Et il y en a encore beaucoup de potentiel. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, en tant que distributeur, il a fallu qu'on s'adapte à la pénurie des composants. Donc, on fait moins de chiffre d'affaires. Par contre, on le rend plus rentable. Et tous auprès de nos équipes de vente, on déploie forcément toutes ces offres de financement qui, pour nous, sont contributeurs d'énormément de marge. Voilà, VN comme VO. Je crois comprendre que la Commission européenne, dans le contrat d'agent, en fait, demande à ce qu'il n'y ait aucun risque qui soit supporté justement par ces nouveaux agents et ces acteurs sous contrat. Quels sont les risques que le groupe demande à ces agents de supporter, étant donné que vous faites un contrat non genuine, donc c'est-à-dire à mi-chemin entre ce que veut la Commission Effectivement, ce que tu expliques, c'est un engagement qui est à prendre à partir du moment où on passe sur un contrat de type genuine. D'accord. Nous, on a fait le choix justement dans cette phase de démarrage de se dire on a besoin de toujours compter fortement sur les compétences d'autres réseaux. Donc on est parti sur un contrat non genuine. Donc clairement, on va lever une partie de la pression sur le réseau qu'on a expliqué, donc le portage du stock, les frais marketing, revoir aussi comment ensemble on arrive à fluidifier toute la partie logistique, système, comment on arrive à avoir un bon de commande et toute la partie commande et livraison qui se traite de manière plus efficace que ce qu'on fait actuellement. Donc ça fait partie des engagements qu'on prend vis-à-vis du réseau. Par contre, eux vont toujours mettre à notre disposition la partie force de vente, leur savoir-faire, une partie aussi de traitement du client en front office. Ça va toujours être de leur responsabilité. Donc il y a toujours un risque qui existe, mais qui est rémunéré à sa juste valeur. Bon, je vais paraphraser. En fait, c'est ça. En fait, du coup, on va garder le risque vendeur chez nous entre guillemets, dans le sens risque social et autres, et aussi la rémunération en fait du vendeur et aussi des aspects de communication. Et le marketing. Alors le marketing, on va en garder une partie. Mais qui va être du marketing local qu'on va décider nous-mêmes, mais on n'aura plus d'obligation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Jusqu'à présent, on a une obligation de volumétrie ou de pourcentage de chiffre d'affaires à mettre en pub. Demain, il n'y aura plus d'obligation. Il y a juste une préconisation. Le respect des standards, puisque si on est passé en Genum, tous les standards sont de la responsabilité du constructeur. Or, aujourd'hui, si on reste en non-Genum, c'est à nous de mettre aux standards nos showrooms et autres. C'est une marque dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est Seat. Il y a beaucoup de rumeurs autour de l'avenir de Seat. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une clarification autour de ça ? Bien sûr. Alors d'abord, pour le bilan sur les premiers 6 mois, on a vu une baisse de part de marché. Et là, je fais référence aussi à ce que disait Xavier. On a pris des décisions aussi fortes en début d'année de prioriser les canaux qui sont les plus rentables. Et c'est la même chose aussi pour Seat. C'est même plus fort pour Seat parce qu'on a réduit pas seulement de 65%, mais de 85% le canal du rent-a-car, qui est le plus coûteux, pour être en phase avec la baisse du marché d'environ de 15%. Donc si on regarde les canaux particuliers et fleet, dans les livraisons de la marque Seat, on est très en lien avec cette tendance de marché. Après, vous vous souvenez peut-être, mais en juin 2020, on a lancé la nouvelle Seat Leon, qui était l'investissement le plus important du groupe Seat à ce moment-là. Il y a plus d'1 milliard d'euros qui ont été investis dans ce nouveau modèle. On l'a malheureusement lancé dans une période qui est très perturbée,
après le premier confinement, avant le deuxième. Donc moi, je dis toujours, dès que la pénurie s'arrête, et on attend tous à pouvoir enfin livrer le portefeuille client qu'on a pour ce modèle-là, on va relancer la voiture et on va montrer le vrai potentiel de cette voiture qu'on n'a toujours pas vu ici en France. Et puis avec Ibiza Arona qui était renouvelé en septembre dernier, maintenant on a une gamme 100% renouvelée, fraîche, et avec de l'électrification côté Seat Leon et Seat Arako en termes de hybride rechargeable. Et c'est vrai que le cadre économique fait que le groupe Seat, avec ces deux marques Seat et Cupra, a fait aussi l'arbitrage et le choix d'investir pour l'électrique, pour le 100% électrique, dans la marque Cupra. Et c'est le plan produit que je vous ai montré dans la slide tout à l'heure. Alors, déjà, on a une échéance à 2035. D'ici 2035, j'ose dire, il y aura aussi un marché pour du thermique. Et comme je disais, avec les deux versions électrifiées avec des PHEV et du thermique, il y aura des clients qui retrouveront leur bonheur chez Seat. Et puis chez Cupra, on va fortement électrifier et aller vers le 100% électrique juste après le Terramar, qui sera encore le dernier à offrir du thermique. Et comme ça, entre les deux marques, et un réseau qui aujourd'hui représente les deux marques, on aura un large choix, une gamme très large à offrir à tous les clients. Et c'est eux qui choisiront finalement la technologie qu'ils souhaitent. Je vais être pointilleuse aussi, mais moi, je voudrais revenir sur les délais de livraison et les ventes sur stock chez Audi. Parce que si on fait 50% de ventes sur stock, on baisse les délais, non ? D'abord, vous avez raison d'être pointilleux. C'est dans le... En fait, chez Audi, ce qui se passe, c'est que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ça s'est fait de manière crescendo. Hein. Donc, je vous ai donné une photographie d'un mois au mois de juin. Il y a un an, on était à 25% de ventes sur stock. Donc, ça s'est fait de manière très, 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 très graduelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mon propos était pas de dire qu'on n'avait pas de délai chez Audi. Comme dans tout le secteur, il y a des délais qui explosent. D'ailleurs, il y a des véhicules qui ne sont livrables qu'en 2023. Mon propos, c'était de dire que sur un certain nombre, pour vous donner un exemple très concret, sur un Q5 TDI qui est en 167 chevaux, qui est très, très, très demandé pour les sociétés, ça, on a des délais qui sont tout à fait acceptables, entre 6 et 8 mois, alors que le véhicule vient du Mexique. Autre exemple, sur une A4 aujourd'hui, thermique, vous avez des délais qui sont aussi de l'ordre de 4 à 8 mois. Donc mon propos, c'est de dire, oui, il y a un certain nombre de véhicules, et notamment les véhicules où on a de la technologie de PHEV, hein, donc d'hybride rechargeable et d'électrique, où il y a des tensions très très fortes, mais ça c'est pas juste lié à Audi. Hein, donc on le voyait aussi se refléter dans les parts de marché des autres premiums. Et c'est sûr que là-dessus, on a encore des difficultés d'avoir des délais plus contenus. Mais je voulais juste vous donner, puisque c'est bien d'être tatillon, parce que je voulais juste vous dire que tout n'est pas avec des délais de un an et demi, comme j'entends beaucoup lire, qu'on serait maintenant arrivé avec des délais du bloc soviétique pour acheter un véhicule aujourd'hui. C'est pas tout à fait vrai. C'est ça mon propos. Et c'est sûr que là, le réseau a fait un travail énorme, puisqu'on a beaucoup travaillé avec Vincent et l'ensemble du réseau pour justement conjurer et réduire ce délai. Et l'un des leviers, c'est de la vente sur stock. Et il se trouve que nous, on avait, alors pour aller un peu plus loin, on avait déjà depuis le début de l'année fait des appels à la production sur des commandes, non pas clients, mais des commandes que nous, on a pris à notre compte et que les concessionnaires ont pris à leur compte. Donc ce sont des commandes sans commande client derrière, qui nous ont permis d'avoir des véhicules en stock, non avec pas de client derrière. Et donc ça permet d'amortir cet allongement des délais. Pour livrer un véhicule en vente sur stock, voilà. C'est un des gros sujets qu'on a sur le contrat d'agence, pour faire un petit parallèle, c'est qu'on va être très réactif et il faut que le contrat d'agence il soit très réactif parce qu'on sait livrer d'une journée sur l'autre. Si on a le virement, en fait le nerf de la guerre c'est d'avoir l'argent tout de suite. Donc soit le client c'est un vrai comptant et on a l'argent tout de suite, soit c'est le temps d'avoir l'offre de financement, mais sous 24 heures on a l'acceptation et on livre en 48 heures s'il faut. Donc ça on sait livrer.
Après, pour compléter un petit peu ce que disait la Wari là, sur le mois de juin avec les 50%, je me mets de côté réseau. Ce qui nous aide, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a eu aussi un afflux de voitures moins consommatrices de composants, c'est-à-dire des Q2, des A1 et des A3. Et en plus, c'est les véhicules qui sont les plus faciles à vendre sur stock et avoir une décision rapide. On est moins dans la configuration de la voiture et tout ça. Donc c'est tous ces alignements de planètes qu'on a fait de la vente sur stock à hauteur de 50% au mois de juin. Je ne sais pas si quelqu'un sait, moi j'ai pas forcément la réponse, mais je dirais il doit être sensiblement, on le regardera, hein, mais sensiblement inférieur à la moyenne qu'on a constatée pour les exemples qu'a présenté Dorothée avant. Part non négligeable de véhicules électriques et de plug-in hybrides, dont la moyenne d'âge est inférieure. Après, ce qui est toujours compliqué, c'est que par exemple, on a aussi un poids assez important de véhicules sociétés sur lesquels on n'a pas forcément l'information non plus. Mais je dirais, je ne prendrais pas de pari, mais je dirais bien 2-3 ans inférieur. Est-ce que tu constates qu'un client, est-ce que tu constates un facteur âge dans la volonté de prendre un véhicule en stock? Non. Non, parce qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes clients. En fait, c'est du nouveau client. C'est pas c'est pas du transfert de portefeuille qu'on fait pour de la livraison tout de suite, mais c'est vraiment du nouveau client. Et les plus vieux bons de commande, en fait, sont les voitures qui sont toujours le plus tendues en production, et c'est des voitures auxquelles on a peu d'alternatives clients par rapport aux souhaits et desiderata clients. Je pense qu'il y a peut-être aussi plusieurs effets qui jouent. En fait, on a essayé de simplifier nos gammes pour déjà matcher plus simplement la demande client. Après, il y a ces délais que nous constatons dans notre industrie fait aussi que certains clients se disent « Ok, je fais un compromis sur une option ou je prends une option de plus que je n'ai pas envisagée au début ». Et ça nous permet aussi de raccourcir les délais parce qu'on a, comme expliqué par les collègues, on a des voitures sur stock que nous pouvons obtenir et je pense que ça nous fait peut-être aussi une leçon de notre complexité dans notre industrie aujourd'hui. Il faut chercher la simplicité. À la fin, on va tous être gagnant, merci, ça c'est le mot, de réduire la complexité. Merci pour votre aide pour mon français. L'autre point, Guérit, c'est aussi ce que tu as mis en place avec des offres d'abonnement. Une offre d'abonnement, finalement, pour un client qui est relativement, qui peut se poser une question en disant est-ce que je prends la voiture en stock ou pas. Il peut se dire je le prends, et si jamais je considère que j'ai un problème, je peux très bien passer une commande sur un véhicule qui arrivera ensuite et éventuellement switcher. Dans l'expérience qu'on a chez Seat, on voit que les taux Dieu merci, on a des clients qui sont fidèles et qui gardent leur véhicule. Mais c'est un élément supplémentaire aussi dans la prise de risque. Bonjour. Je reviens à propos de mon collègue qui parlait donc de l'offre gouvernementale à une location à 100 €. Est-ce que l'Urban Rebel et l'idée Life pourraient rentrer sur ce créneau-là? On parle de véhicules qui vont arriver en 2025. Donc, il faut qu'on attende un peu de voir ce qui se passe au niveau du gouvernement à cette échéance. Ce qui est clair, c'est qu'ils vont nous permettre d'avoir des offres en termes de mensualité qui seront sensiblement inférieures à ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on aura encore le leasing social à cette époque? On en reparlera en 2025. Et deuxième question, donc Unity a passé ses tarifs au kilowattheure au 1er juillet. Est-ce que vous avez modifié vos tarifs pour vos abonnés? Alors on a un point on est en train de traiter parce qu'effectivement on s'est rendu compte qu'il y a besoin de changer et de basculer puisque nous on est encore à la minute. Donc ça fait partie des points qui sont en cours de traitement. Vous êtes bien informés. Merci. J'ai 3 questions. Une première concernant le distributeur, pour le distributeur Suma. Tout à l'heure, on a appris qu'environ 50% des clients, en moyenne au bout de 4 ans, partaient à la concurrence. Des clients après-vente. 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 Alors, je vais réduire la question. En LOA, en moyenne, dans ce que vous constatez, combien de clients rachètent au bout de 3-4 ans en moyenne l'option d'achat, lèvent l'option d'achat sur vos véhicules financés par la captive? Alors là, on a deux phénomènes, parce que là aussi, on est dans un phénomène un peu particulier à l'heure actuelle.
c'est que jusqu'à présent, on avait un taux beaucoup plus important de rachat de voitures. Sauf qu'aujourd'hui, avec la dérégulation des prix, et comme le client a accès à sa valeur de rachat, aujourd'hui, il a la possibilité de la revendre avant qu'il vienne. Donc nous, on ne la reprend pas. Donc il y a un vrai marché du particulier, mais qui est, on va dire, conjoncturel. Puisqu'aujourd'hui, il y a une telle inflation des prix des voitures d'occasion par rapport au buyback sur lequel on s'était engagé, et qu'il y a une traçabilité, une transparence vis-à-vis du client, puisqu'il a accès à cette valeur de rachat. Donc là, aujourd'hui, il a ce levier qu'il actionne régulièrement. Donc on a une légère baisse sur les taux de reprise, mais qui ne veut pas forcément dire que c'est une baisse de... Parce que du coup, on augmente par contre la fidélisation de l'autre côté client, parce qu'il se rend compte que nos valeurs de rachat sont très bien placées, et que la voiture, en fait, il peut même faire une plus-value derrière la LOA. Entendu, merci. La deuxième question, finalement, est assez logique, concerne les captives. Les captives, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas d'une plus-value. Ça a été le cas là, pour mon épouse qui a une Renault Zoé. L'option d'achat en ce moment est de 14 000 €. On a pu la revendre à 19 000 € sur le marché, donc ce qui est considérable, vraiment considérable. Donc, en revanche, il était impossible pour un marchand de racheter en direct auprès de la DIAC le véhicule, ce qui était le cas encore il y a quelques mois. Mais c'était le cas chez toutes les captives, et aujourd'hui Voilà, c'est chez fermé. Stellantis, mais c'est fermé chez tout le monde, donc voilà. Même dans le groupe Volkswagen, chez partout. Donc maintenant, en fait, on ne peut plus racheter d'une voiture financée. Enfin, le seul moyen pour qu'on rachète une voiture d'un client, peu importe la captive, aujourd'hui, c'est que le client solde par lui-même la voiture auprès de la captive, et c'est le seul moyen qu'il puisse solder la voiture. Il faut qu'il dispose des fonds, en fait. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, Xavier, vous évoquiez une part de marché du financement de 85% sur les véhicules vendus, neufs. Est-ce que 85% sur les 54 sur les 54. Sur les 54. Je ne suis pas ce matin d'avril. C'est essentiellement, vous évoquiez de la LOA, mais vous poussez davantage de la LLD, j'imagine, ces derniers mois, surtout sur l'électrique. Surtout sur l'électrique, effectivement. Guérit, on peut dire, toi, tu as 90% sur... C'est ça. On est sur 90% sur nos ventes sur toutes les voitures, la gamme ID. Et aujourd'hui, voilà, c'est un grand succès. On a lancé ce concept avec la gamme ID. Bon, ça ne marche pas, c'est pas grave. Et voilà, 90% des clients se financent avec une longue durée. Et l'idée, c'est de reprendre ces voitures, mettre les clients dans un deuxième cycle avec également une location si possible. Entendu. Une dernière question pour vous, Guérit, concernant les livraisons d'ID3. Vous avez, il y a quelques mois, évoqué la difficulté d'approvisionnement d'ID3 pour la France. Est-ce qu'il y aura, a priori, des améliorations conséquentes sur le deuxième semestre, sur l'ID3 ? Alors, c'est vrai, et on a eu des challenges sur ce premier semestre. Et on a eu des bons développements côté ID4 et on est content aussi qu'on a pu maintenir notre lancement de l'ID5 parce qu'il y avait cette inquiétude avec la situation en Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème sur les faisceaux, mais on a encore des pénuries. Le perspective pour le deuxième semestre est beaucoup mieux et notamment sur le dernier trimestre, notre maison mère nous annonce des fortes améliorations en termes de production. On a des commandes. Malheureusement, la situation de la production sur le premier semestre restait difficile, mais nous sommes très positifs pour le deuxième semestre.